On va l'écouter, Fabien Mandon, donc, qui était devant les maires de France. Il appelle à une mobilisation, il appelle les maires à alerter la population. En fait, c'est une phrase extrêmement puissante pour créer un électrochoc. Est-ce que vous seriez prêt à défendre votre patrie si jamais il y avait une guerre chez nous? Voilà ce qu'il a dit exactement. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Général Patrick Dutartre, est-ce que vous partagez mon opinion? Nous sommes devenus, nous, les gentils Européens de l'Ouest, des herbivores, attachés à un confort matériel, à nos tablettes, à nos iPads, attachés à la vie que nous aimons. D'ailleurs, ça n'est pas dépréciatif de dire cela, mais pour se retrouver face à la brutalité d'une guerre, dans le froid, face à des engins de guerre, comme les Ukrainiens d'ailleurs, dans les tranchées, là, du côté de l'Est du pays, est-ce que nous serions à même d'accepter de perdre la vie? Moi, j'en doute. Et vous? Ben oui, mais malheureusement, j'en doute aussi. Et en sous-titre, il y avait une phrase qui m'a totalement interpellé. C'est le sous-titre qu'il y avait juste dessous. La Russie, aujourd'hui, rend 1000 dépouilles de qui? D'enfants ukrainiens. Enfin, d'enfants de ce pays. Donc ça, c'est la triste réalité de cette guerre qui dure depuis 3 ans et demi. Et il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. 1, la France aujourd'hui, c'est la première armée d'Europe. La France aujourd'hui, c'est la première armée de l'OTAN, hors États-Unis. Et on voit les tergiversations du président Trump vis-à-vis de l'OTAN. Si nous, les Français, on n'est pas prêts à défendre non seulement la France, nos valeurs, mais l'Europe, mais où va-t-on? Et c'est ça, en fait, ce que veut dire, à mon sens, Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, c'est qu'il dit, si on n'a pas la force morale de se défendre, si on n'a pas la force d'âme... Mais général, je vous entends, mais je vous interromps parce que... Enfin, je vous interromps, c'est un débat. Mais l'électrochoc, c'est-à-dire cette question, souvent dans un bistrot avec des copains, moi je me souviens, je posais souvent, est-ce que tu serais prêt à mourir pour ton pays? Ouais, oui. Alors il y a toujours quelqu'un qui dit, ah ouais, moi j'aime la France, etc., je suis patriote, oui. Puis après, quand on lui dit, mais mourir pour son pays, ça veut dire par exemple, dans un conflit aujourd'hui contre la Russie. Alors le gars, il dit... Ouais, enfin moi, l'Ukraine, j'en ai rien à faire. Hein. Non, mourir. Voilà. Que, bon, là, c'est mourir pour la France. Ouais. Thierry Mandon ne parlait pas de la guerre en Ukraine. Hein. Oui. Il disait mourir pour la France parce que la Russie pourrait nous attaquer. Ouais, je ne sais pas, est-ce que vous êtes prête, vous, Magali, à mourir Alors justement, pour votre pays? vous savez que c'était un débat ce matin à la rédaction. Et donc, on est allé demander à quelques Français ce qu'ils en pensaient. Donc Nancy Rice et Morgan Pope ont rencontré quelques Français, lui ont posé cette question. Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier vos enfants, à sacrifier votre propre vie? Ben, ça va vous surprendre, écoutez. On est français, on doit protéger notre patrie, on doit être là dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un grand mot, même si à certaines époques, ça a été un vrai sacrifice. Je pense que nos grands-parents ont pu le faire avant et ils ne se sont pas posé la question. Moi j'ai des enfants, je pense à eux. Voilà. Et là, en fait, il essaye d'instaurer un climat, quelque part, en fait, encore une fois, de danger, de méfiance, de peur. Je trouve ça inadmissible. Vous iriez? Oui, s'il le faut, oui. S'il y a besoin, oui. Certains ont défendu notre pays, maintenant c'est à notre tour, donc s'il faut, il faut y aller. C'est les jeunes qui disent oui, c'est plutôt une personne... qui est père de famille, qui lui... Déclaratif. Oui, c'est déclaratif. C'est déclaratif. Si vous me tendez un micro, Magali, dans la rue, je ne vais pas vous dire non. Je suis lâche, j'ai peur, je vais m'enfuir. Non, s'il y a un micro dans la rue, je dis, ouais, moi, mourir pour... Certains, il y a 2 ou 3 générations, certains sont morts. Hein, c'était les FFI, les FTP, courageux, des résistants formidables. Moi, je suis pareil. Voilà ce que je dirais si vous me tendez un micro. Vous faites le même micro-trottoir en 95, quand il était question de supprimer le service national, les réponses n'étaient pas les mêmes. Vous croyez? Oui. En tout cas, franchement, c'est posé sur le plan, on va dire même presque politique, une question que jamais personne n'avait posée en France de ces dernières décennies. J'ai jamais vu, vous remontez de l'époque de Giscard, Chirac, etc., jamais dans le débat public, Thomas Misraki,
nous sommes des générations, à peu près de la même génération, vous êtes un peu plus jeune que moi, mais bon sang, on se connaît depuis des années, on n'a jamais fait de reportage, de sujet sur ce thème. Est-ce que les Français sont prêts à mourir pour la France aujourd'hui parce qu'il y a une guerre? Hier, on nous a expliqué que c'était peut-être le dernier été en paix que nous vivions. Bon bref, ça, c'est jamais apparu dans le débat public avec une telle force. Non, mais c'est sûr, le contexte a changé. Et je pense que les Français le savent, que ce contexte a changé. Si vous regardez, par exemple, les chiffres pour la réserve opérationnelle en France, 12 000 candidatures de janvier à mars cette année. Janvier à mars. 12 000, 17 000 sur l'ensemble de l'année dernière. La réserve dite opérationnelle, elle est passée de 36 000 personnes en 2017 à 47 000 à la fin du mois de mai de cette année. Donc il y a une prise de conscience des Français. Après, ce qui interpelle évidemment... Vous voulez dire que ça, c'est pas les armées qui ont décidé de la faire monter, c'est aussi lié à des candidatures de volontaires qui se disent ce sont des le climat volontaires. est tel qu'il faut qu'on y aille. On a déjà assisté à cela en 2015, après les attentats. De jeunes Français sont allés s'engager dans l'armée volontairement pour défendre le pays contre, à l'époque, la menace terroriste. Aujourd'hui, il y a une grande partie des Français qui comprennent que l'évolution du monde est telle qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, se préparer à un choc, pour reprendre les mots qui ont été utilisés par les militaires français, étrangers, allemands notamment, par plusieurs responsables politiques. Nous, on a passé notre matinée à passer des coups de fil à des militaires pour savoir ce que eux pensaient des propos du chef d'état-major des armées. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit que ceux à qui nous avons parlé, en tout cas, que les attaques contre le SEMA étaient indignes, que le message est le bon, qu'il doit être entendu par les Français. Qu'est-ce que dit le SEMA? Il dit deux choses, en substance. Que les Russes sont en train de s'armer massivement, qu'ils produisent aujourd'hui plus d'armes qu'ils n'utilisent d'armes sur le front ukrainien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très probablement Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter à l'Ukraine, comme le pensent d'ailleurs les Pays-Bas ou certains pays du nord de l'Europe. Et il nous dit une deuxième chose, le chef d'état-major des armées, que les Américains sont en train de quitter l'Europe militairement parce qu'ils s'inquiètent d'une chose, d'une opération de la Chine sur Taïwan. Pas dans 10 ans, d'ici 1 an ou 2. Et que donc, eh bien la structure du danger est en train de changer et qu'il faut s'y préparer. C'est fou. Moi, j'ai une conviction personnelle, mon général. J'ai une conviction personnelle, c'est que la société française et les jeunes ne mesurent pas une seconde ce que nous disons en ce moment. Il y a certaines personnes en France qui ne regardent pas LCI, là, en ce moment-là. Peut-être il y a quelques Français qui ne regardent pas LCI. Eh bien, j'ai la conviction qu'ils ne mesurent pas la gravité de ce que nous sommes en train de vivre. J'en suis convaincu. C'est ce que disait le chef d'état-major. Je voudrais vous faire écouter. Les adversaires nous regardent. Et donc, ils le savent peut-être. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Leur montrer qu'on est prêt. Exactement. Écoutez, alors, justement, le général Mandon n'a pas dit que ça. Il s'adressait au maire. Parce qu'en fait, le plus gros gradé de France dit il faut accepter de perdre sa vie pour la France. Il ne le dit pas devant n'importe qui. Il le dit devant les maires, et qui sont réunis en congrès en ce moment à Paris, et il leur dit « Allez dire ça à vos administrés dans vos petits villages du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, du centre de la France. Allez dire à vos administrés, aux jeunes, aux moins jeunes, que désormais, il faut accepter de perdre la vie pour la France. » Et il précise sa pensée, le général Mandon. Écoutez-le encore. Malheureusement, la Russie, aujourd'hui, je le sais par les éléments auxquels j'ai accès, se prépare à une confrontation à l'horizon 2030 avec nos pays. Elle s'organise pour ça, elle se prépare à ça, et elle est convaincue que son ennemi existentiel, c'est l'OTAN, c'est nos pays. 2030, c'est demain. 2030, c'est demain. Oui. C'est ce que dit le plus haut gradé de France et c'est ce que disent tous les services de renseignement en Europe. Bien sûr, tous les services militaires en Europe, ça on va peut-être en parler, la façon dont les pays se préparent activement à cette guerre au nord de l'Europe, dans les pays baltes, en Scandinavie aussi. Deux choses, il y a quand même chez les militaires à qui on a parlé ce matin le sentiment qu'il y a peut-être eu une maladresse. Quand le chef d'état-major des armées parle de nos enfants, il ne parle pas de nos enfants qui sont à l'école, en primaire, en secondaire, qui sont en train de faire des études à l'université, non. Il parle des enfants de la patrie, de nos soldats. Voilà, il n'y a pas de risque que dans un futur proche, nos enfants, ceux qui ont plus de 18 ans, nos jeunes, aillent se battre contre les Russes dans les tranchées en Ukraine ou ailleurs. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, il y a eu beaucoup de débats sur le fait que c'était un discours un peu politique, téléguidé, que ce n'était pas la bonne assemblée. D'abord, quand on parle, le ministère de la Défense nous fait savoir que ce discours n'a pas été relu par la ministre, par Madame Vautrin.
Oui. Ça n'a pas été relu. 2, que tous les discours du SEMA ne sont pas relus par l'Élysée. Certains sont lus, validés ou pas, mais que dans le cours d'un discours, on peut aussi mettre des éléments personnels. Donc il n'y avait pas d'aspect politique dans ce discours. C'était une analyse militaire. Et d'ailleurs, cette analyse, elle est aussi dans la lignée de ce qui a été dit avant par son prédécesseur, M. Mandon, qui était le général Burkhardt, et qui disait il y a encore quelques mois exactement la même chose. Quand même. Et Alors, au même moment. Au même moment, regardez cette coïncidence incroyable. Magali. Au même moment, en fait, le gouvernement a mis en ligne, donc ce matin, c'est Nivine Potros qui nous l'a imprimé, un kit de survie. Que faire en cas de crise, alors que ce soit une guerre, une attaque terroriste ou même une inondation chez vous? Et bien en fait, ça fait 27 pages, on l'a consulté et on a fait une petite interro orale ce matin, voir si nous, on serait prêts. Pas tout à fait. Il faut, par exemple, avoir 6 litres d'eau chez vous. Est-ce que vous avez 6 bouteilles en stock? 6 litres d'eau chez vous par personne. Par personne. C'est-à-dire pardon. que si vous êtes une famille de 4, il faut 6 x 4, il faut 24 bouteilles, mesdames, messieurs, d'eau. Ça n'est qu'un exemple. Une radio à pile, des médicaments, une trousse de premier secours, vos lunettes de vue bien évidemment, de l'argent liquide, une radio à pile pour pouvoir s'informer si jamais il y avait une coupure d'électricité. Tout ça, ça fait 27 pages. Vous pouvez aller voir sur les sites officiels du gouvernement. Il est en ligne maintenant. Donc on s'est dit, il y a ce discours du plus haut gradé de France et en même temps le gouvernement qui met en ligne son kit de survie. On se dit que vraiment il faut une prise de conscience de la population. Et Nivine, vous êtes allé regarder ce qui se passait ailleurs parce qu'il n'y a pas que la France qui est concernée. Sauf qu'en regardant ailleurs, vous vous êtes aperçu que nous, on était un petit peu en retard. Ah mais complètement, quand on compare avec notamment ce qui se fait dans les pays nordiques, on est très très loin d'être préparé. Parce que ce petit kit que vous avez présenté, eh bien figurez-vous qu'en Suède, la première édition du guide de crise à la guerre, eh bien il a été publié juste après la Seconde Guerre mondiale. Il a été réactualisé au moment de la guerre froide, une nouvelle fois au début des années 2000, à nouveau au moment de la guerre en Ukraine. Et c'est cette édition que je vous présente, eh bien c'est la 5e édition. Alors, qu'est-ce qu'on peut y lire? Eh bien, que nous ça c'est le suédois, là. Ça, c'est le suédois. Alors, traduit en français, qu'est-ce qu'on peut y lire? Eh bien, que nous vivons dans une période d'incertitude avec des conflits armés qui ont lieu donc dans notre région. Et ce petit guide, il vous donc prépare à la guerre, à la crise. Concrètement, on va vous apprendre eh bien, à vous mettre à l'abri, par exemple, en cas de raid aérien, en cas d'attaque terroriste, mais aussi à vous armer psychologiquement, c'est intéressant, face à la propagande ennemie, aussi à, pourquoi pas, arrêter une hémorragie. Et puis, évidemment, comme chez nous, les Suédois ont un guide avec des recommandations, un kit de survie avec de l'eau, de la nourriture en conserve, notamment de la nourriture riche en protéines et en matière grasse, avec des exemples très précis qui sont cités. On parle de tapenade, de tomates sèches, de lentilles, sans oublier bien évidemment la soupe de myrtille ou d'églantinier, parce qu'on est en Suède. Il ne faut pas oublier la lampe torche, parce qu'évidemment, il faut l'utiliser à pile. Une allumette, un réchaud, un poste de radio, lui aussi à pile, une batterie externe, vos documents d'identité et leurs photocopies, nous disent les Suédois, c'est très important. Des numéros de téléphone, ça, c'est pas mentionné dans le guide français, mais c'est intéressant, de vos proches, écrits sur une feuille, parce qu'évidemment, s'il n'y a plus d'électricité, comment appeler vos enfants ou vos parents? Je vous interromps, Nivine, mais quand je regarde, vous parlez du guide suédois. Moi j'ai toujours votre photocopie que vous m'avez donnée du guide français. Il s'inspire un peu des Suédois. Il y a une trentaine de pages. Matériel de base, un couteau multifonction, nous conseille-t-on, un ouvre-boîte, un réchaud, une radio à pile, une batterie externe, des piles de rechange, un chargeur de téléphone, un savon, etc. Donc, et quand même, il y a les risques sont spécifiés. Ils disent en cas d'accident nucléaire, en cas de guerre. À la différence que les Suédois vont quand même un peu plus loin, ils préparent bien plus leur population que ce qu'a édité à nos autorités. C'est exactement les mêmes recommandations en Norvège. Lui aussi, le pays a publié évidemment son kit, si ce n'est qu'en Norvège, on préconise aussi bien d'acheter des comprimés d'iode en cas d'accident nucléaire. C'est pas mentionné dans notre guide, mais c'est vrai que c'est pertinent. Côté Finlande, il y a également un manuel qui existe depuis quelques mois seulement. C'est une version qui est disponible uniquement numériquement. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour être mise à jour le plus rapidement possible, pour des raisons économiques et écologiques aussi. Et sur le site des autorités finlandaises, eh bien, il y a plusieurs questions qui sont listées. Que dois-je faire en cas de risque nucléaire? Où trouver un refuge? Qui doit faire quoi? Et à cette question, la réponse est très intéressante. Tout le monde doit mettre la main à la pâte et participer à l'effort de guerre. Toute la nation qui doit la nation entière. C'est marrant parce que dans les débats en France, les oppositions crient au va-t-en-guerre.
Et d'un autre côté, on se dit qu'on est en retard par rapport à nos voisins européens. Non, mais cette histoire de va-t-en guerre, c'est absolument une méconnaissance totale de l'esprit militaire et des responsables de la défense nationale, dont Fabien Mandon. Ce sont jamais des va-t-en guerre. On a fait la guerre depuis un certain nombre d'années parce que on le voyait pas en France, mais quand on est en ex-Yougoslavie, on a perdu des soldats, on a perdu des soldats en Afghanistan, on a perdu des soldats pendant la guerre du Golfe, on a perdu des soldats maintenant, ça fait 35 ans que les professionnels ont connu, si vous voulez, ce que c'est qu'un conflit armé. Je peux vous dire qu'ils sont jamais va-t-en guerre, en tout cas pour les responsables. Certains jeunes qui se disent, ah tiens, on va y aller et tout. Certains disent, oui, mais attention, le chef d'état-major, il dit ça pour avoir plus de crédit pour les armées françaises, faut pas l'écouter. Vous l'entendez, cet argument ? mais bien sûr qu'il le rajoute d'ailleurs, il faut des moyens de la défense. Au moment où on a un problème de débat budgétaire à l'Assemblée nationale, je veux dire, il faut absolument mettre de la pression sur l'esprit de défense et que l'on ait les moyens que l'armée française, je rappelle, la première armée d'Europe, la première armée de l'OTAN hors États-Unis, qu'elle soit capable de faire ce qu'elle a à faire et de défendre nos concitoyens et les Européens.